Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. D'abord, nous allons parler des retombées nucléaires japonaises jusqu'en Allemagne. Oui, la chancelière Angela Merkel a du fil à retordre avec son industrie nucléaire et avec ses Verts qui ont fait une percée électorale importante. Notre spécialiste des questions allemandes, Helga Boris-Sawala, va nous expliquer pourquoi. Ensuite, nous allons parler de Woody Allen et de la sociologie. Ces deux éléments sont dans le livre de notre invité, sociologue Jacques Hamel, qui va nous expliquer en quoi Woody Allen peut aider à comprendre la sociologie et pourquoi la sociologie traverse une crise. Et finalement, on va parler de crise économique avec cet excellent documentaire Inside Job qui nous explique comment la crise s'est développée et qui en est responsable. Nous avons demandé à Martial Foucault, politologue, de regarder le documentaire et de nous l'expliquer. Mais on commence dans un instant avec le nucléaire en Allemagne. Nous sommes de retour avec notre invité, Helga Boris-Sawala. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Helga, vous êtes une amie du Cérium de longue date. Vous êtes une amie du Québec aussi. Vous co-dirigez l'Institut Brémois d'études canadiennes et québécoises. Et pour ce faire, vous avez produit un manuel d'introduction au Québec pour les étudiants allemands. Il s'appelle « Découvrir le Québec, une Amérique qui parle français ». Vous avez d'ailleurs écrit un article scientifique sur la façon dont les Allemands avaient perçu le débat indépendantiste ici en 1995. Mais vous êtes à l'Université de Montréal comme professeur invité en civilisation allemande et vous avez écrit avec ce chapeau ce livre « Dans la gueule du loup, les Français requis du travail en Allemagne ». C'est aux éditions du Septentrion. Et on est là pour parler des impacts radioactifs japonais sur l'Allemagne. On pourrait penser que c'est assez loin, mais en fait, il y a un impact. Il y a eu une élection régionale en Allemagne ces jours derniers où les Verts ont gagné. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi ça doit nous intéresser. Oui, alors voilà, l'accident de la centrale de Fukushima, c'était effectivement l'élément qui a beaucoup accéléré un mouvement qui existait déjà en Allemagne. Je suis à Montréal en ce moment et j'ai pu comparer un peu la façon dont ce sujet-là a été traité par les médias. Et je dois vous dire que Fukushima a tenu la première page de tous les médias pendant beaucoup plus longtemps qu'au Canada. Donc les Allemands se sont vraiment beaucoup intéressés à cela et les résultats des élections dont nous allons parler dans un instant sont certainement dus à cette accélération. Alors j'avais l'impression que les Allemands, où les Verts sont relativement importants depuis déjà presque 2 décennies, avaient pris la décision de se dénucléariser complètement. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours un sujet de débat? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Fukushima a été l'élément déclencheur, mais c'est un débat qui remonte d'abord à plus longtemps et qui a été à la une dans le centre des débats depuis que le nouveau gouvernement d'Angela Merkel est au pouvoir. Ça a été aussi au centre de son action. Donc, je reprends peut-être pas très longtemps, mais il y a eu un important consensus nucléaire en l'année 2000. Je ne vais pas faire tout l'historique du mouvement antinucléaire depuis les années 70, où les premières centrales ont été construites en Allemagne. Mais en 2000, un important accord avait été conclu, c'est-à-dire une loi qui prévoyait une sortie du nucléaire jusqu'en 2020 au plus tard. Voilà. C'est-à-dire en commençant par les centrales construites avant 1980, donc les plus anciennes, auraient dû s'arrêter l'année prochaine déjà, et puis échelonner de façon successive. Donc on devrait être à mi-chemin de ce programme de dénucléarisation. Déjà là. Est-ce qu'on y est? Les premières auraient dû s'arrêter l'année prochaine, donc on ne peut pas juger. Or, ce consensus a été remis en cause avec l'élection d'une autre coalition gouvernementale de Angela Merkel. Les sociétés de production, il y en a 4 importantes en Allemagne, sont revenues à la charge dès que Angela Merkel était élue. Et on a donc décidé de prolonger l'exploitation du nucléaire de presque le double. Avec 2040. Non seulement, oui, ça. Donc 12 ans en moyenne pour les centrales, 8 ans pour les plus anciennes, 14 pour les plus récentes. Mais ce qui est important à dire, ce n'a pas été fait seulement en tant que loi, évidemment ça aussi, mais donc sous la forme d'un contrat où la République fédérale allemande s'engage vis-à-vis
des sociétés du nucléaire de ne pas revenir sur cette question-là, ou alors, s'ils revenaient, c'était moyennant de fortes pénalités. Un fort dédommagement, oui, voilà. de Donc, milliards pour leur donner milliards une garantie que cela resterait en place tant que la dernière centrale ne serait pas arrêtée. Donc, contre cela, évidemment, il y avait eu beaucoup de protestations. D'abord, d'ailleurs, ce contrat aurait dû rester secret. Le ministre de l'Environnement, pourtant du même parti que la chancelière, n'était même pas au courant, n'était pas impliqué là-dedans. Ah, ouais. Et aujourd'hui encore, il n'est pas clair s'il ne fallait pas demander à la deuxième chambre, et on viendra à son importance peut-être plus tard, s'il ne fallait pas impliquer donc, le Bundesrat, la représentant Sénat, genre de Sénat, dans la conclusion de son contrat. Okay. Donc, c'est assez récent. C'est assez récent. Bon. Donc, et donc, le gouvernement a dit, c'est un contrat de gré à gré. Voilà. Le gouvernement peut signer des contrats. Ce n'est pas une loi. Voilà. Donc, je peux le faire. Mais comme il y avait un consensus en 2000, on dit, là, c'était une décision consensuelle. Il fallait revenir. Mais je suppose que Angela Merkel avait informé, le public était informé de cette volonté. Tout à fait. C'était dans le programme électoral. Donc, son argument, c'est j'ai été élu pour faire ça, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Même si on doit dire que c'est certainement contre l'avis de la majorité de la population, puisque sur cette question-là, depuis très longtemps, la majorité des Allemands est opposée au nucléaire, notamment depuis l'accident de Tchernobyl. Dans tout le monde, moi, je suis assez âgée pour m'en souvenir vraiment de façon très concrète. Oui, vous étiez blonde avant, maintenant vous êtes rousse. C'est Tchernobyl. Non, j'étais toujours... Mais ça vous va bien. Alors, donc ça porte sur le problème de Mme Merkel. Elle est chancelière, étant chancelière jusqu'en 2013, sauf qu'elle perd du terrain dans l'électorat et elle perd du terrain dans ses élections régionales. Alors, expliquez-nous le système. Alors, avant de dire ça, peut-être disons que pour Angela Merkel, elle est vraiment coincée là maintenant parce qu'elle aimerait tenir compte éventuellement de l'opinion publique qui s'est très fortement exprimée dans ces élections, mais elle ne pourra pas le faire puisqu'elle doit sinon payer les pénalités qui sont prévues. Le contrat est signé. C'est ça, donc elle est dans une situation sans issue, en quelque sorte. Alors que les propres membres de son parti et du parti qui est au gouvernement avec elle, les libéraux, sont en train d'essayer d'être plus verts que les verts encore et de se mettre à la tête du mouvement. Alors qu'elle se trouve toute seule à devoir respecter le contrat. C'est ça qui donne vraiment du mordant à la situation actuelle. Et ça change d'heure en heure, d'ailleurs. Ah bon? Il y a des défections? Alors, pour l'instant, elle a tenu compte de l'opinion publique après Fukushima en disant qu'on va arrêter tout de suite le fonctionnement des 7 centrales les plus anciennes. C'est chose faite. Mais une décision sera prise dans 3 mois seulement, quand on aura discuté avec tout le monde, quand tous les experts auront donné leur avis et tout. Et elle n'en démord pas, alors que des personnes importantes de son propre parti disent que de toute manière, il faut prendre maintenant la décision de ne plus jamais réactiver ces anciennes centrales. Alors, il y a plein de contradictions. Alors, est-ce qu'au moment où on se parle, certaines centrales qui devaient être désactivées l'an prochain l'ont déjà été? Oui, c'est ça. Donc, les plus anciennes centrales, en ce moment... D'où vient l'électricité? Alors, assez étonnamment, donc je vous donne le chiffre. Il y a combien de centrales qui sont en fonction? Là, il y en a 17 qui pourraient marcher et on a arrêté 7. 7 sur 17. 7 sur 17. Oui. Et rien ne se passe. Donc le courant est toujours produit, il n'y a pas de panne d'électricité, ça montre bien. Mais il est importé, il est produit comment? Jusque-là, il y avait des surplus. Ah, alors les surplus produits par les centrales avaient entre autres l'effet qu'on n'a pas fait marcher les éoliennes, parce qu'on peut arrêter les éoliennes, on peut les faire fonctionner comme force d'appui, ce qu'on ne peut pas faire d'une centrale nucléaire. Elle marche ou elle ne marche pas. Et c'est assez long pour la mettre en fonction et de l'arrêter. Donc c'est ça qui est étonnant. Il y a assez d'autres sources d'énergie pour le courant, pour produire le courant nécessaire en Allemagne. Qu'on peut facilement se permettre d'arrêter cette centrale. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à voir. Oui, étonnant. Oui, étonnant. Alors, cette élection où les Verts ont gagné, ils ont gagné une région, c'est la première fois. Et qu'est-ce que ça fait dans l'équilibre politique en Allemagne? Alors voilà, il y a cette année beaucoup d'élections en Allemagne. Sur les 16 Länder, régions, on dit, il y a 7 qui sont en élection. Donc, il y en a 2 au week-end dernier
qui sont d'ailleurs des régions assez cossues dans le sud-ouest de l'Allemagne, où il y a relativement peu de problèmes sociaux. Et là, on a vu donc les partis social-démocrates et chrétiens-démocrates, les deux grands partis, donc, se maintenir plus ou moins, avec plus ou moins de pertes. Ce qui s'est produit, c'est au niveau des petits partis. Alors, les libéraux, qui sont la force d'appui de la chancelière, le vice-chancelier est un libéral, il est en même temps le ministre des Affaires étrangères. Ces libéraux se sont divisés par 2, voire par 3 dans ces deux régions. Donc leur appui a fondu. Leur appui a fondu. Oui. C'est un parti en chute libre. Et d'ailleurs, le chaos est encore plus complet chez eux que dans le parti chrétien-démocrate. Les gagnants de ce mouvement étaient les Verts. Alors les Verts ont doublé, voire triplé leur voix. Ils ont doublé leur voix en Rhénanie-Palatinat, où ils n'étaient pas au Parlement jusque-là. Donc ils ont maintenant 15%, ils seront au gouvernement. Et plus étonnant encore, la Baden-Württemberg, où les Verts ont triplé leur voix et où ils ont doublé, mais ils sont arrivés en tête. Et donc, ils sont plus forts que les sociaux-démocrates. Ils sont le premier parti. Pas le premier parti. Le premier parti reste toujours les chrétiens-démocrates. Il ne faut pas les oublier, ils existent. Mais dans la coalition qui va se former, sociaux-démocrates et Verts, les Verts, comme ils ont un siège de plus, vont fournir le Premier ministre. Donc, on aura un Premier ministre régional pour la première fois de l'histoire d'une région qui sera un vert. Donc, c'est ça qui a fait dire que c'est la révolution verte et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Alors, et là, il y a un effet de rebond parce que lorsque une région change de couleur, son représentant au Sénat, donc l'équivalent du Sénat, aussi change de couleur. Voilà, exactement. Donc, le Sénat, chez nous, c'est la représentation des régions. Donc, les gouvernements, ils sont représentés. Et le Sénat est important dans certaines questions importantes dans la vie du pays. Il n'est pas aussi important que la Chambre des communes, le Bundestag, mais ça pèse de son poids. La chancelière avait déjà perdu la majorité de sa coalition dans cette seconde chambre avec les élections de mai 2010 dans le land le plus peuplé, la Rhénanie-Westphalie. Et donc, depuis ce moment-là, elle n'a plus la majorité dans cette seconde chambre, ce qui risque de continuer avec les prochaines élections. Qu'est-ce que ça fait? Cette seconde chambre n'a donc pas été consultée pour savoir si le contrat avec les centrales nucléaires que la chancelière avait signé était accepté par cette seconde chambre. Alors, il y a toute une dispute juridique maintenant qui va être décidée par la Cour constitutionnelle. Savoir s'il aurait fallu demander l'avis du Bundesrat, qui aurait dit non, vu les majorités au Bundesrat. Donc ça aussi, c'est un enjeu assez important. Et est-ce que la Cour va se prononcer avant l'élection de 2013, sûrement? Sûrement, mais de quel côté elle va se prononcer? Je n'ai vraiment pas de pronostic. Si elle dit que le Bundesrat aurait dû se prononcer sur les contrats et que le Bundesrat se prononce et dit non, est-ce que le contrat est nul et non avenu? Est-ce que le contrat est nul légalement? Est-ce qu'il faut payer des dédommagements? Voilà. C'est presque, la chancelière devrait presque le souhaiter maintenant. Oui, pour s'en sortir. Pour s'en sortir. Mais ça, c'est ma propre opinion. Personne ne l'a dit encore. Mais vous l'avez entendu ici d'abord. Voilà. Alors, évidemment, ça se superpose aux autres problèmes de la chancelière, qui sont des problèmes de nature européenne, parce que les Allemands sont entrés dans l'euro alors qu'ils avaient la monnaie la plus forte, le mark, en disant, bon, on va vous permettre de partager la force du mark en la diluant un peu dans l'euro, mais seulement si on a une politique monétaire très ferme contre l'inflation et qu'on n'est pas en train de sauver les dépensiers. Or, ce qui s'est produit depuis un an, c'est la crise en Grèce, la crise au Portugal, la crise en Irlande, la crise potentielle en Espagne, et il a fallu que les Allemands fassent des prêts, enfin garantissent des prêts sur lesquels ils feront des intérêts. Mais les Allemands le prennent très mal. Oui, c'est-à-dire là-dessus, on pourrait avoir deux avis. Je pourrais vous donner un avis peut-être d'experte, mais qui n'est pas celui de l'avis de tous les Allemands. Tous les Allemands pensent, comme vous l'avez défini, que c'est bien dommage d'avoir perdu le mark pour se retrouver avec un euro qui semblerait avoir des problèmes et tout cela. Donc, dans ce dossier-là, la chancelière a eu l'appui populaire, même si personnellement, et plusieurs autres économistes pensent que
ce n'est pas une bonne voie que de gérer les choses de telle façon. Par exemple, donner une pénalité financière à un pays qui est déjà en dette, qu'est-ce que ça résout, sauf le symbolique. Il aurait, pour la Grèce, par exemple, il y a plusieurs à dire qu'il aurait fallu intervenir beaucoup plus vite. Oui. Pour sortir la Grèce de là, parce que les taux d'intérêt ont fait que la solution devenait beaucoup plus chère à la fin. C'est ça. Donc, mais Mme Merkel était aux prises avec une opinion. L'opinion aurait préféré, c'est ça, aurait préféré que l'Allemagne n'aide pas. Voilà, exactement. Donc Merkel est obligée d'aider avec des conditions très dures et un peu tard. Voilà. Bon. Mais l'homme de la rue n'a pas compris c'est complexe. Mais l'homme de la rue est maintenant là vraiment contre la chancelière puisqu'elle semble manquer de leadership. Après Fukushima, elle a d'abord dit que nos centrales étaient sécuritaires puisqu'il n'y a pas de tremblement de terre en Allemagne à prévoir. C'est pas faux. Puis, ce qui n'est pas faux. Ensuite, vu que ça n'a pas fait tomber la protestation, elle a dit on va mettre un moratoire, on va d'abord, comme je l'ai dit, on va arrêter les centrales les plus anciennes, puis on va discuter dans 3 mois, il y aura des comités d'experts. Ça, c'était clairement pas pour gagner du temps et surtout pour gagner ces élections. D'ailleurs, le Premier ministre du Baden-Württemberg a laissé échapper devant les représentants de l'industrie qu'il s'agissait là d'une pure tactique électorale. Malheureusement, la presse l'a révélé. Et donc là non plus, elle ne pouvait plus calmer le peuple avec ça. Alors maintenant, comment va-t-elle regagner la confiance? C'est une période pour Angela Merkel qui est assez rock'n'roll. Et qui est vraiment... Ce qui nous amène à la plage musicale. C'est tout le temps que nous avons, Helga. Que vous avez choisi pas à sa place, conclure. Je préfère être ici. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi pour illustrer musicalement notre propos? Alors, malheureusement, je n'ai pas pu choisir la chanson qui est actuellement chantée dans les manifestations de rue parce qu'elle n'existe pas en tant que chanson sur Internet. Donc, je me suis souvenue de mes origines. Je suis rhénane, allemande d'origine rhénane, et les Allemands ont aussi beaucoup de dialectes et d'accents. Et donc, j'ai choisi une chanson que moi j'aime beaucoup d'un groupe rock relativement connu internationalement, le groupe BAP, et c'est donc Verdammt lang her, cette chanson en dialecte rhénan. Voilà. Il y a donc même nos auditeurs germanophones ne comprendront pas nécessairement, s'ils n'ont pas l'accent, le dialecte rhénan. En français, c'est « il y a longtemps ». C'est ça. Bon, mais ça rock. Ça rock, très bien. Vous allez voir. Comme Mme Merkel. Helga Boris-Sawala, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dans la gueule du loup, les Français requis du travail en Allemagne, chez Septentrion. Et on écoute, grâce à vous, le groupe BAP qui chante « Il y a longtemps ». Ich weiß noch wie ich nur davon geträumt hab, wovon ich nicht wusste, wie es circus wollt. Für lauter Sökerei, es finge glatt vor so im Pan. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Et on va parler de sociologie, et on va le parler en l'abordant avec un biais un peu ludique, celui de Woody Allen. Woody Allen, vous savez, a réalisé des films très intéressants et qui jettent un regard parfois un peu psychotique, mais toujours perçant sur la réalité américaine. Et notre invité aujourd'hui a décidé d'utiliser certaines citations de Woody Allen pour émailler son propos sur l'objet d'étude de sa carrière, la sociologie. Mon invité, Jacques Hamel. Merci d'être avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Alors, Jacques Hamel, vous avez écrit ce livre, Woody Allen au secours de la sociologie. C'est chez Economica. Alors, il y a 2 questions qui bondissent tout de suite du titre. Pourquoi Woody Allen et pourquoi la sociologie a-t-elle besoin de secours? Alors, vous pouvez la prendre dans l'ordre qu'il vous plaît. Bien, d'abord, Woody Allen, alors ce que je retiens, c'est moins le Woody Allen cinéaste que celui qui a émaillé des propos sur différents sujets philosophiques. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est sa définition de la discipline de la sociologie. Parce qu'il en a parlé. Parce qu'il en a parlé dans ses écrits. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la manière qu'il définit cette discipline, évidemment, pour s'en moquer. Donc, pour lui, la sociologie, ça correspond à cette étrange discipline
qui cherche à expliquer comment une bande d'adolescents attardés peut se muer en équipe de football de haut calibre ou l'inverse. Ou l'inverse. Donc, on peut partir d'un groupe de haut calibre et dégénérer en adolescent Mais on comprend attardé. que c'est fait sous le signe de l'humour quand même, cette définition de la discipline. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de dire, bon, dans l'état actuel de la discipline, peut-être que on a là la définition la plus sérieuse de ce qu'est la sociologie. Effectivement, la sociologie cherche à expliquer les comportements des individus, des comportements les propriétés de ces comportements qui font en sorte que souvent ils peuvent qu'une équipe de football de haut calibre peut se muer en une bande d'adolescents attardés. Alors, ça a été un peu le point de départ de l'ouvrage et par la suite, il m'a semblé utile ou même bon d'émailler le propos à partir d'autres citations pour essayer de décrire ce qu'est l'objet de la discipline et surtout ce qu'est sa démarche dans l'état actuel des choses. Alors, donc, ça, c'est pour Woody Allen. Au secours de la sociologie, deuxième aspect de la question, pourquoi la sociologie a-t-elle besoin de secours? Bien, c'est parce qu'actuellement, on se plaît à penser qu'elle est en crise. Il y a nombre d'ouvrages qui paraissent où on parle de redéfinir la sociologie, de refaire la sociologie, de concevoir à nouveau frais ce que serait son objet. Et donc, on a l'impression que, autant du côté de la sociologie française que de la sociologie américaine, par exemple, que la sociologie est en crise. Alors, donc, elle a besoin de secours. Et dans l'état actuel des choses, peut-être que Woody Allen est utile, puisqu'au moins, il nous donne un premier point de départ à partir duquel on peut réfléchir sur cette crise et sur ce qu'est la sociologie. Alors, vous parlez dans ce livre, vous dites que la sociologie est en déclin, vous dites que ces praticiens se posent ces questions, mais que leurs écrits sont moins lus qu'avant et que même lorsqu'on se promène dans les librairies, on voit qu'il y a toujours l'étagère anthropologie, l'étagère politique, l'étagère économique, mais qu'il n'y a plus d'étagère sociologie, c'est mélangé avec des sciences sociales et qu'on est un peu inquiet de ça, certainement. Mais vous dites aussi, cela dit, lorsque j'ai commencé, dites-vous, dans cette carrière, déjà, on se posait le problème de la crise de la sociologie, même si ces écrits étaient très, très suivis à l'époque, en se demandant, mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, je vous pose la question. De quoi s'agit-il exactement, la sociologie? Parce que ce qui m'inquiète davantage, c'est moins, disons, le déclin de la sociologie en termes de best-sellers, en termes de figures marquantes de la discipline, que, effectivement, aujourd'hui, on se pose encore la question, c'est quoi l'objet de la sociologie? Qu'est-ce qui intéresse les sociologues? Qu'est-ce qu'ils cherchent à expliquer? Et qu'est-ce qu'ils disent que les politologues ne disent pas, les économistes ne disent pas, et les anthropologues ne disent pas? Et on a le sentiment que les sociologues ont peine à le définir. Oui. Ben, je vous pose la question. Vous êtes là, vous avez le micro, on vous écoute. Bien, moi, dans le livre, je m'appuie notamment sur les travaux d'un éminent sociologue avec lequel j'ai été ami, qui s'appelait Pierre Bourdieu. Et dans l'ouvrage, je prends sa théorie, sa conception de l'objet de la discipline. Pour lui, la sociologie a pour objet les relations objectives dans lesquelles s'insèrent les individus tout au long de leur trajectoire individuelle. Et il prend le parti de penser que les propriétés de ces relations permettent d'expliquer, par exemple, les comportements des individus. Alors, pour moi, faute de mieux, dans l'état du débat, il me semble que c'est un point de départ qui est encore valable. Mais de ce les relations. Les relations. C'est-à-dire que pour lui, dans notre trajectoire individuelle, on s'insère progressivement dans des relations. À partir de l'enfance, on s'insère dans une relation avec les parents. Ensuite, on s'insère dans des relations à travers des institutions sociales, comme l'école. Ensuite, quand on s'insère dans le marché du travail, bien évidemment, on va graviter dans toutes sortes de relations qui, effectivement, constituent l'objet de la sociologie. Et pour lui, effectivement, étudier les propriétés de ces relations, ça permet d'expliquer les comportements des individus, d'expliquer leurs pensées, leurs réflexions. Et pour moi, ça représente en fait encore aujourd'hui une conception de l'objet de la discipline qui me semble valable. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que je vais à l'encontre de la position dominante, de la position qui s'exprime actuellement dans toutes sortes d'ouvrages, autant chez des auteurs français comme Bruno Latour, comme celui qui était un peu considéré comme le rival de Bourdieu, Touraine, qui, dans toutes sortes d'ouvrages, au titre assez accrocheur, nous invite à reprendre ou à refaire la sociologie.
Bon, je vais y venir à ça, parce que Alain Touraine, ça m'a beaucoup frappé ce qu'il a écrit, ce que vous résumez dans votre ouvrage. Mais donc, on est passé à travers différentes étapes, comme les autres disciplines d'ailleurs. Et il y a une première étape un peu marxisante qui disait l'individu n'est que le produit de son environnement économique. Et ben voilà, il joue un rôle qui est déterminé. Et donc, la sociologie, c'est de comprendre, corrigez-moi, comment les forces sociales obligent les individus à jouer ces rôles-là et être en relation. Oui, c'était ça. Et là, maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est ça. Alors, là, on dit maintenant que l'individu est capable d'agir de son propre chef, l'individu, en raison de l'érosion des institutions sociales, en raison de l'érosion, l'effritement de l'État-providence, des frontières nationales, l'individu est maintenant responsable, en quelque sorte, de se concevoir par lui-même. Alors, il n'est plus déterminé de l'extérieur. En fait, il est capable d'agir de son propre chef. Et il est conscient de ce qui se passe. Et il est conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il est. OK. Bon. Ben là, vous êtes passé du début à la fin. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le milieu. Hein? On va revenir à la fin. C'est le milieu, parce qu'il y a un moment où vous expliquez que les sociologues, enfin certains d'entre eux, de façon assez importante, trouvaient que les individus étaient tellement les objets de force et des structures et de la culture que il ne fallait même pas les interviewer dans le cadre de l'étude sociologique. Les gens les moins bien informés sur la réalité de la société étaient les membres de la société. Ce qui m'apparaît une position complètement intenable, aberrante, puisque que font les sociologues par métier? C'est la première chose, c'est d'aller interroger les gens, c'est de conduire des enquêtes de terrain pour ceux qui optent pour des approches plus qualitatives ou réaliser des sondages. Donc, je vois mal comment on peut soutenir cette position qui a déjà été avancée en sociologie, mais qui était déjà à l'époque l'objet de multiples critiques, puisqu'elle est effectivement intenable, puisqu'il n'y a plus de métier de sociologue, si on va dans ce sens-là, c'est-à-dire que les sociologues ont raison d'emblée, on n'a plus besoin d'aller interroger les gens pour savoir... On peut les observer. On peut les observer, mais en fait, on les observe pour soit considérer qu'ils ont des comportements un peu étranges ou ce qu'ils disent, ça correspond à une conscience aliénée, à des faussetés, à des répétitions de schémas culturels qu'ils ont appris. Ils ne font que répéter l'idéologie dominante dans une société, ou ce que les médias actuellement répercutent. Alors donc, dans une deuxième étape, donc cette première vision était intenable, comme vous le dites. Une deuxième étape dit, on va quand même les interviewer, on va leur demander ce qu'ils pensent, en sachant qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne idée de ce qu'ils font. Donc, il faudra faire le tri. Et ce tri, c'était dire, ils vont nous dire le sens commun, qui est, selon certains sociologues, l'addition des lieux communs. Et avec ça, on va savoir quoi? On va savoir comment ils ont internalisé les forces externes? Mais ça, c'est une position qui était développée, par exemple, par Pierre Bourdieu au début de sa carrière comme sociologue. C'est une position qui a valu puisqu'il l'a développée dans un livre qui est devenu quasiment un manuel qui s'intitulait « Le métier de sociologue », où il nous invitait à penser dans ces termes-là. C'est-à-dire que le sens commun, ça correspondait à des lieux communs, à des faussetés. Et de ce point de vue-là, la réflexion de Bourdieu est tout à fait intéressante, puisque vers la fin de sa vie, il a carrément changé son fusil d'épaule, puisqu'il reconnaissait, et c'est à la lumière d'une enquête de terrain, parce que Bourdieu était surtout un matheux, c'était quelqu'un qui faisait des sondages dans ses premiers pas dans la sociologie, parce qu'auparavant, il avait été anthropologue. Mais en 1993, il a conduit une vaste étude sur la pauvreté, sur la misère en France, qui s'intitule « La misère du monde ». Et là, il a constaté, en faisant des entrevues, que les gens sont loin de se tromper sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, mais évidemment, ils ne l'expriment pas en termes d'explication sociologique. Ils vont en parler dans leurs termes à eux, qui correspondent, selon lui, à ce qu'il appelle une connaissance pratique. Et pour lui, la sociologie doit s'appuyer sur cette connaissance pratique pour tenter de la transposer dans les termes d'une explication qui correspondrait, elle, à une connaissance théorique. Donc, il y a une énorme évolution dans la façon d'appréhender. Il y a une rupture chez Bourdieu. Ça, et ça me semble tout à fait intéressant. Ça me semble tout à fait pertinent de ce point de vue. Donc, les gens ont des choses à dire sur leur place dans la société. Ils ont des choses à dire
qu'ils comprennent. Il y a des choses à dire qu'ils ne comprennent pas, mais aussi on peut lire en creux dans ce qu'ils ne disent pas ou comprennent mal, qu'il y a des choses qui leur échappent. Et ils ne font pas que répéter ce que les médias racontent. Ils peuvent avoir un regard critique sur ce qui est répercuté par les médias, sur la place publique. Alors, ils ont une connaissance qui est pratique et qui, pour Bourdieu, s'élabore en termes d'individus, en termes de réalités très concrètes, de choses très concrètes. Alors que les sociologues vont, à partir de cette connaissance pratique, tenter d'élaborer des connaissances qui sont formulées de manière plus abstraite, avec des concepts, avec des méthodes. Et c'est ça le métier de sociologue. C'est ça, si je vous dis bien, le but du jeu, c'est d'essayer, à partir de l'enquête, de l'entrevue, de l'observation, de tirer des conclusions générales, on va dire théoriques, de la façon dont les interactions se font, pour pouvoir dire, mais voici comment ça marche, voici comment cette équipe de football, ces adolescents attardés sont devenus une excellente équipe, et on pourrait transposer à partir de ces conclusions avec d'autres adolescents Et en allant attardés. chercher dans ce que les gens racontent ce qui est l'objet de la sociologie, par contraste à ce qui est l'objet des politologues, des anthropologues, des économistes. Alors, si on reste fidèle à Bourdieu, ce qu'on va aller chercher dans ce que les gens racontent, c'est ces fameuses relations. Et en les analysant, chercher à mettre au jour les propriétés de ces relations. Donnez-moi un exemple. Bien, un exemple, c'est-à-dire que si on prend le cas, je ne sais pas moi, des étudiants, je ne sais pas quel exemple on pourrait donner. Si on prend le cas de la relation des étudiants avec leurs professeurs, ces relations sont déterminées jusqu'à un certain point par, les règles du milieu universitaire. Par exemple, les étudiants doivent respect à leurs professeurs. Les professeurs incarnent l'autorité. Bon, alors pour Bourdieu, les propriétés de ces relations se sont un peu induites dans les individus en se frottant à ces relations, par exemple, dans le cadre d'un milieu comme l'université. Et ensuite, on sort de l'université et on reproduit cette relation. Et par exemple, quand on va s'insérer dans le marché du travail, pour Bourdieu, ces propriétés, ces relations sont transposables. C'est-à-dire que effectivement, ces relations, les propriétés de ces relations vont se transformer, vont muer et vont déterminer les relations de ces mêmes individus dans une autre orbite qui sera le marché du travail. Donc, c'est ça qui intéresse les sociologues. Et bon, et peut-être Bourdieu avait un point de vue un peu réducteur parce que pour lui, ces relations étaient essentiellement des relations de domination. Et là, effectivement, on peut en faire la critique en disant que c'était peut-être une vision un peu réductrice. C'est ça. Il y a d'ailleurs une étape, pas seulement Bourdieu, mais d'autres, où tout n'était que domination. Et on ne pouvait décrire la société que par une chaîne de domination vers le lumpen prolétaire qui lui-même tapait sur son chien. Alors, on avait tout expliqué comme ça. Heureusement, la sociologie s'est émancipée. Et ce qui est intéressant avec Bourdieu, c'est que vers la fin de sa vie, il a reconnu que ces relations, effectivement, sont déterminantes, mais ça ne veut pas dire que les individus, tout est joué. C'est-à-dire que les individus vont agir. Mais leur action va être quand même façonnée par ces relations qui se sont induites en eux. Alors, parlons d'Alain Touraine, donc ce grand sociologue, proche du Parti socialiste français, comme beaucoup de sociologues d'ailleurs, qui a d'ailleurs enseigné ici à l'Université de Montréal et qui a enseigné à plusieurs des sociologues qui enseignent maintenant. Il dit, on en est à un point où non seulement c'est l'individu qui est son propre producteur de savoir et de vie, mais où on devrait peut-être biffer le mot société. Il n'y a plus de société. Expliquez-moi comment on peut soutenir cette affirmation. C'est difficile. J'aurais peine à vous expliquer parce que je ne comprends pas très bien cette position de Touraine, qui est en fait celle du nouveau Touraine, du Touraine plus récent, depuis peut-être 7 ou 8 ans, qu'il avance cette thèse. Et j'ai beaucoup de difficultés à le suivre parce qu'en fait, pour lui, c'est la fin du social. C'est-à-dire que, bon, ce que j'en comprends, c'est que pour lui, c'est la fin des forces sociales incarnées, par exemple, par les syndicats, par l'État. Et aujourd'hui, ces forces sociales seraient remplacées par des forces plus culturelles, c'est-à-dire, par exemple, effectivement, l'identité, l'appartenance, et que ces forces, aujourd'hui, seraient beaucoup plus déterminantes que des forces incarnées par les institutions sociales de jadis. Là où j'ai peine à le suivre, c'est que je ne vois pas beaucoup, qu'est-ce qu'il veut nous dire par ça? En quoi ça vient changer
ce qui est l'objet de la sociologie, puisqu'on peut imaginer que les forces culturelles sont aussi sociales. Donc, alors, à moins de, bon, comme il le fait, jouer sur les mots, qu'est-ce qu'il cherche à nous dire? Puis, chez le Touraine, Dernière manière, celui qui vient de publier un ouvrage là, qui s'intitule L'après-crise, bien, il en rajoute en disant, bon, c'est la fin du social, donc forcément, ça doit être à quelque part la fin de la sociologie. Hein, puisque, effectivement, est-ce qu'on a encore besoin de cette discipline, puisque ce qu'on appelait jadis le social, ben, c'est un peu révolu, c'est en train de disparaître, et là, on comprend mal. C'est bizarre parce qu'on est même dans la France de 2010, il y a eu certaines des plus grandes manifestations de l'histoire sociale de France contre la réforme des retraites. Il y a de quoi sociologiser pendant quelques années seulement pour définir les relations. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, d'autant que Touraine, je comprends mal ses propos, puisque c'était quand même celui qui, dans la sociologie française, incarnait l'étude des mouvements sociaux. Ce sont ces mouvements à lui qui ne sont plus aussi prédominants qu'avant. Et comme j'essaie aussi de le montrer dans le livre, je veux bien qu'il y ait des forces culturelles, mais le social n'est pas disparu pour autant. C'est-à-dire, le social, à l'ère de la globalisation, de la mondialisation, il me semble qu'il est de plus en plus prégnant et qu'il détermine de plus en plus ce que sont et ce que font les individus. Pourquoi de plus en plus? Bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces forces-là, qui sont devenues anonymes, sont aussi déterminantes que pouvaient l'être là, dans le passé, et du fait que maintenant, ces forces s'exercent à l'échelle de la planète. Que ce soit, soit la culture populaire, les délocalisations économiques, les migrations. Oui. Et la délocalisation, ça fait en sorte que vous pouvez travailler, je ne sais pas, dans une banlieue de Montréal, mais vous allez perdre votre emploi parce que ça a été décidé à Chicago et que l'entreprise va être déplacée dans des pays où on offre des bas salaires, dans des pays, par exemple, asiatiques. Et bon. Alors, ces forces-là sont encore présentes. Donc, je vois mal en quoi le social est en train de disparaître. Oui, mais est-ce que le sociologue a quelque chose à dire en ce sens que, bon, vous avez perdu votre emploi à cause d'une décision de Chicago d'envoyer votre emploi à Shanghai. Maintenant, vous, votre relation avec ça, c'est simplement que vous aviez une relation avec un patron, puis maintenant, vous avez une relation avec l'assistant de l'assurance chômage. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, on avait l'impression, et c'est là aussi où ça nous ramène à la discussion sur ce qu'est l'objet de la sociologie. Quand on parlait de société, en fait, c'était souvent la société dans laquelle évoluaient les sociologues. Hein? C'était le pays. Oui. Alors, donc, on disait, j'ai perdu mon emploi, c'est la faute du gouvernement Charest, c'est la faute de mon patron qui habite la même ville que moi, bon, etc. Aujourd'hui, le social, ça s'étend aux quatre coins de la planète. Et donc, c'est des forces qui sont plus puissantes, peut-être, mais aussi plus anonymes. Et on a le sentiment que, contrairement à ce qu'on affirme, les individus sont de moins en moins capables d'agir par eux-mêmes parce qu'ils doivent agir sur des forces qui sont anonymes, sur lesquelles ils sont assez impuissants. Est-ce qu'on peut penser qu'avant, l'individu était davantage contraint par la famille, la communauté, l'Église, l'emploi, le syndicat, mais il comprenait sa contrainte et que maintenant, il est plus responsable de lui-même, mais qui a moins de prise ou du moins de compréhension de la contrainte. Et ça m'apparaît le paradoxe, notamment quand il s'agit de définir ce qu'est l'objet de la sociologie. C'est-à-dire que l'employé qui perdait son emploi dans une ville où habitait son patron, il pouvait aller le rencontrer pour lui dire « c'est pas raisonnable, j'ai une famille, bon, etc., tu dois conserver mon emploi », alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait impossible. Et c'est précisément à cette époque que les sociologues avancent cette idée que c'est les individus qui doivent agir d'eux-mêmes, par eux-mêmes, de leur propre chef, et qui sont responsables de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Alors ça m'apparaît tout à fait paradoxal. Et c'est de ce point de vue que je comprends peut-être que la sociologie est en crise et que Woody Allen est un grand secours. Je vais vous demander de terminer en lisant la citation que vous avez choisie pour la conclusion de votre ouvrage. Alors, c'est Woody Allen qui écrit « J'aimerais terminer sur un message d'espoir. Je n'en ai pas. En échange, est-ce que 2 messages de désespoir vous iraient? » C'est vraiment excellent. Alors, merci beaucoup, Jacques Hamel, pour ce livre et ces discussions, cet éclairage sur la sociologie. Nous avons choisi de concert de terminer avec la bande sonore, enfin le thème musical du film Manhattan,
Pourquoi Manhattan? Bien, Manhattan, parce que c'est quand même un film qui dresse une espèce de portrait sociologique de la ville de prédilection de Woody Allen. C'est un film remarquable. Tout à fait. Merci, Jacques Hamel. Et on écoute la bande sonore de Manhattan de Woody Allen. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Nous allons parler d'un documentaire qui est maintenant disponible en location ou en ligne. Ça s'appelle Inside Job, qu'on pourrait traduire à peu près par le coup est venu de l'intérieur. Et ça parle de la crise économique qui a débuté en 2007. Et on en discute avec notre invité, Martial Foucault. Merci d'être là, Martial. Bonjour, Jean-François. Martial, vous êtes spécialiste d'économie politique. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Donc, vous avez vu ce film pour nous. Il a une particularité, ce film, c'est qu'il a été produit par un politologue, Charles Ferguson. Parlez-nous d'abord de ce personnage. Alors oui, c'est assez curieux. Il n'est pas son premier coup d'essai. Il avait déjà réalisé un documentaire récompensé par plusieurs prix sur la guerre en Irak et le déploiement des troupes américaines. Et cette fois-ci, il a décidé de se concentrer sur la crise financière puis crise économique. Et il avait un ensemble de prédispositions pour réaliser cela de l'intérieur. C'est un politologue. Il a obtenu un doctorat de sciences politiques au MIT à la fin des années 80, 1989. Puis il a un petit peu décidé de s'éloigner de ce champ très intéressant, la science politique, pour se lancer dans les nouvelles technologies. Et c'est un fondateur d'une société d'informatique qui a été très prospère jusqu'aux années 2000, jusqu'à cette fameuse bulle Internet. Et il avait pris le soin de vendre sa société juste avant l'éclatement de la bulle. Avec un pactole assez intéressant qui lui a permis d'avoir une certaine liberté économique pour mener d'autres projets, dont ceux du cinéma et du documentaire. Alors, il réussit à avoir des entrevues de très haut niveau. Absolument, oui. Le documentaire, c'est un long documentaire, presque 2 heures, mais à un rythme très soutenu. Donc on ne s'ennuie pas, c'est vraiment... On est à la frontière du film et du document. Je dirais qu'il y a à peu près 30 acteurs qui ont accepté de jouer dans ce documentaire. Et parmi eux, on a l'ensemble des acteurs de cette crise. Alors à la fois du côté des économistes. Beaucoup d'économistes ont malgré tout accepté de répondre à ces questions. On a un certain nombre de directeurs de banque, on a quelques hauts fonctionnaires, notamment de la Réserve fédérale, puis des réserves fédérales de chaque État. Et puis, on a Dominique Strauss-Kahn du FMI. On a du FMI, la ministre française de l'économie. Absolument, Madame Lagarde. On a également l'ancien économiste en chef du FMI qui, dès 2006, avait alerté un certain nombre de dirigeants. Et puis, on a également des responsables politiques de Chine, de Singapour, qui vont essayer de donner un peu leur point de vue sur à la fois les causes et puis surtout les conséquences de cette crise. Il est très mordant, Charles Ferguson, sur les causes. On le voit être très mordant dans les entrevues. Il contredit certaines personnes qui lui disent des lieux communs, mais que lui considère comme faux. Et il y a quelques entrevues qui se terminent un peu abruptement aussi. Oui, mais on pense ici au président, enfin au directeur de la Harvard Business School, qui, au moment où Charles Ferguson, dans la dernière partie du film, s'intéresse beaucoup aux conflits d'intérêts, qui, pour lui, sont certainement le cœur du problème. Il demande à ce directeur d'une grande école de commerce, s'il pense que l'ensemble de ses employés, des économistes, des spécialistes de gestion, ne devraient pas déclarer leur conflit d'intérêts lorsqu'ils siègent dans des conseils d'administration, lorsqu'ils délivrent des rapports de consultance pour ces grandes sociétés financières et bancaires, s'ils ne devraient pas mettre cela, et comme on le fait à l'université, on doit déclarer un formulaire de conflit d'intérêts, si eux ne devraient pas le faire. Et on voit qu'il est très mal à l'aise. Et alors, il a à la fois envie de protéger ses ouailles, mais aussi lui-même a été un consultant richement rémunéré pour toutes sortes de conseils qui se sont avérés pas les meilleurs qu'il a pu prendre. Oui, c'est ça. Alors donc,
C'est intéressant parce qu'il il démonte le mécanisme de la crise, les produits toxiques, la bulle immobilière, en revenant sur des thèmes, des explications qu'on a vues dans d'autres documentaires, mais il pousse à chaque fois l'enveloppe un peu plus loin. Et dans ce cas-ci, il retrouve des gens qui avaient dit du bien des produits toxiques et qui maintenant ont toujours des fonctions très élevées, et il leur demande, mais comment avez-vous pu dire du bien de produits qui ont failli, qui n'ont pas failli, qui ont ruiné une partie de l'économie mondiale? C'est vrai que le tour de force de ce documentaire, comparativement à un autre documentaire film de Michael Moore, Capitalism, A Love Story, où Michael Moore avait pris la position d'être une sorte de grand naïf, et avec un discours très subversif, il essayait un petit peu de percer quelques mystères. Là, Charles Ferguson, il a à la fois cette qualité d'avoir très très bien compris un peu les rouages de cette crise, et je pense qu'il n'a pas de parti pris, parce qu'il essaye de bien montrer que ce n'est pas une crise partisane. Ni démocrates, ni républicains sont à blâmer en priorité. Le Inside Job, le titre de ce documentaire, tente de montrer, je pense qu'il a réussi à nous montrer que le véritable problème, ce n'est pas un problème systémique, c'est vraiment un problème individuel. Les individus ont eu à prendre des positions très risquées pour les courtiers, des positions politiques très discutables pour les régulateurs qui n'ont pas voulu réguler. Et donc le réalisateur a réussi à mettre en difficulté un certain nombre des personnes qui l'interrogent. Et aussi, le rythme du film nous permet de voir comment chacune de ces positions embarrassées de ses interlocuteurs donne à réfléchir sur, au fond, personne n'a à la fois pu contrôler le déroulement de cette crise, et il y avait tellement de conflits d'intérêts. Oui, c'est ça. Le conflit d'intérêts, l'absence d'éthique. On ne pouvait pas s'en sortir par le haut. C'est ça. Et là, donc, vers la fin, d'abord, il établit que les fleurons de l'industrie financière américaine, que ce soit Smith Barney, on peut tous les nommer, Lehman Brothers qui est tombé, et ceux qui sont restés, ont été reconnus coupables de fraude. C'est un fait. Alors, il dit, donc, toutes ces grandes... sur certains dossiers particuliers. Et là, il pose la question, pourquoi est-ce que, pour ce qui est de la crise elle-même, aucun dirigeant n'a été traîné devant les tribunaux, il n'a été condamné. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a eu son Oscar pour le meilleur documentaire d'ailleurs. Et là, il nous fait entrer par une porte latérale et il nous parle de Eliot Spitzer, qui est l'ancien gouverneur de New York. Alors, racontez-nous un peu comment il fait cette dernière démonstration. En fait, il a effectivement, je pense, mis le doigt sur un point très important au cœur de cette crise. C'est que c'est très complexe. Alors, le documentaire est très pédagogique parce qu'il montre bien à la fois les acteurs, donc des citoyens américains qui vont essayer d'accéder à la propriété, des banques qui sont devenues non plus les banques de dépôt, banques de crédit des années 30 ou même des années 60, mais des banques d'investissement avec des concentrations, des investisseurs financiers qui sont différents des banques d'investissement, et puis des agences de notation qui ont un rôle très important dans cette crise. Et il faut bien voir qu'il y a eu deux mouvements importants de déréglementation. Au début des années 80, où l'administration Reagan décide d'accepter les concentrations, les fusions-acquisitions à la fois des banques de crédit et des banques d'investissement. On a décloisonné le marché. Puis, on leur a permis d'être dans une seule entité. Absolument. Qui permettait aux banques de spéculer avec l'argent de leurs clients. De leurs épargnants, exactement. De leurs épargnants, ce qui n'aurait pas été possible avant. C'était vraiment... les années 30 avaient permis justement d'empêcher que l'on spécule avec des dépôts. Et puis, deuxième phase, c'est la fin des années 90, 1998, très précisément dans le documentaire, où l'administration Clinton renonce à réglementer l'apparition des produits dérivés, et même des dérivés de dérivés par la suite. Et donc, le réalisateur essaye de montrer que, au fond, est-ce que tout le monde était au courant et que personne n'a osé dire quoi que ce soit, ou bien est-ce que certains hauts fonctionnaires, comme ce procureur de New York, qui avaient mis en alerte notamment la commission la SEC, la Stock Exchange Commission, donc il avait alerté en disant « mais c'est curieux, on voit une envolée sur
tout un tas de titres, on ne sait pas trop à quoi ils correspondent. Est-ce que vous envisagez d'enquêter sur ces produits? Et là, la réponse a été non, non, les institutions financières se préoccupent de cela, tout est sous contrôle, et par ailleurs, la direction du Trésor, à l'époque, a un mandat pour repérer un problème qui apparaîtrait. Qui était l'équivalent du ministère des Finances. Oui. Alors donc, il y a ça, il y a cette volonté organisée de ne pas regarder à l'intérieur de tous ces produits toxiques, les produits dérivés, etc. Et il démontre bien comment une dame dirigeante d'une commission de régulation avait voulu le faire et s'est fait dire par l'administration Clinton de ne pas le faire. D'ailleurs, Bill Clinton a eu la lucidité et l'honnêteté de s'excuser de cette mauvaise décision. Mais il y a aussi un autre élément à la fin où il nous montre que donc Eliot Spitzer, qui était le procureur de New York, qui a traîné en cours plusieurs des géants de l'industrie financière, qui est devenu gouverneur et qui est tombé dans une affaire de prostitution. Et là, Ferguson nous montre qu'il y a une autre affaire de prostitution dans laquelle plein de dirigeants financiers auraient pu être impliqués. Et donc, si quelqu'un cherchait à les mettre en prison sans pouvoir démontrer la fraude, il aurait pu au moins utiliser ce levier, mais que rien n'a été utilisé. Oui, en fait, je pense que derrière ce cas de la prostitution qui arrive déjà dans la première partie du film où il montre un petit peu sur le caractère irrationnel des comportements des courtiers qui, justement, pour se mettre dans une bulle de verre et ne pas être en relation avec la réalité, ces grands dirigeants et ces courtiers les plus influents dans les établissements financiers à la fois se nourrissent, j'allais dire, pas seulement de nourriture terrestre, mais aussi de chair et de toutes sortes de drogues. Et c'est important parce que ça veut dire que ce n'est pas seulement un comportement d'individus comme ça au hasard, c'est un véritable système qui fonctionne en déconnexion totale de la réalité. C'est une déviance, c'est une culture déviante. Mais en fait, sur ce point-là, c'est vrai que le réalisateur manque peut-être un peu soit de temps, soit de matière pour pouvoir documenter mieux cette relation qui est que toutes les positions risquées prises par les courtiers, par les établissements financiers, est-ce qu'elles renvoient tout simplement à une irrationalité humaine ou bien est-ce que tout le monde a les mains liées et c'est un peu ce que tente de dire le réalisateur. Si mon voisin établissement prenait ses positions, il n'y a aucune raison que moi je ne prenne pas ses positions. Et il y a l'autre argument qui dit, donc, il interviewe cette dame qui était responsable d'une agence d'escorte et il lui demande, est-ce que les procureurs vous ont posé des questions sur vos autres clients? Donc, ils commettaient tous une infraction en allant à cette agence d'escorte. Et elle dit non, on n'a pas posé de questions. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que les autorités policières, les procureurs, n'ont pas voulu avoir des informations compromettantes au sujet de gens qui étaient impliqués dans cette fraude. Oui, et même elle déclare qu'à la fois, on ne lui a pas demandé les fichiers individuels de l'ensemble de ses clients, et puis, par ailleurs, les clients, en fait, étaient libres un petit peu de facturer comme ils le voulaient. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ces services étaient facturés légalement comme de l'aide de l'aide juridique. Oui, aide juridique. Mais on va s'en tenir là. Martial Foucault, merci beaucoup pour... Donc, nous recommandons tous les deux le visionnement de ce film. Il est disponible avec une version, je pense, sous-titrée française. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour illustrer en musique notre propos? Je vais rester dans l'esprit du film. La bande originale, d'ailleurs, aussi assez intéressante pour donner ce rythme assez soutenu au film. Peter Gabriel a été un des compositeurs retenus par Charles Ferguson et c'est le titre phare du film Big Time de Peter Gabriel. Merci Martial Foucault. Donc, Inside Job, voyez-le, discutez-en, vous n'allez pas être déçus. Et on termine en écoutant Peter Gabriel chanter Big Time. I'm on my way, I'm making it. Big time. Big time. I got to make it show, yeah. Big time. Big time. So much larger than life. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes, elles sont toutes disponibles sur notre site serium.ca. Vous trouverez sur le site les annonces de nos activités à venir. Vous y êtes bien sûr conviés.
mais aussi de nos écoles internationales d'été qui auront lieu du 4 au 16 juillet. Alors, ces écoles, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de 6 jours de conférences sur un thème en particulier avec plusieurs professeurs et experts qui vont vous expliquer de quoi ils retournent. Des étudiants, évidemment, de deuxième cycle sont les premiers concernés, mais également les membres d'ONG, les hauts fonctionnaires, les diplomates, les citoyens intéressés, les gens d'affaires. Et vous allez voir, dans la classe, il y a des gens de tous les horizons qui viennent pour la semaine ou pour la journée ou pour certaines conférences en particulier. Alors, je vous donne rapidement le programme de l'été. D'abord, le printemps arabe, bien sûr, ces révolutions qui sont en train de modifier le portrait du monde arabe. Comment comprendre pourquoi ces révolutions, comment elles se déroulent et jusqu'où elles vont aller. Ensuite, la Chine, superpuissance. Nous allons discuter d'économie, de politique et de stratégie du gouvernement chinois. Avec nos amis juristes, nous allons faire un diagnostic des droits de l'homme sur Terre. Comment se comporte-t-il dans les différentes sphères, y compris en Chine, en Russie, aux États-Unis, et comment l'ONU peut agir pour faire avancer les droits de la personne. Nos amis géographes et biologues nous proposent biodiversité. Comment est-ce que la planète, les États, les sociétés arrivent à maintenir le niveau de biodiversité actuel ou du moins à freiner la dégradation? Les enjeux à la fois scientifiques, politiques et économiques sont abordés. Scandinavie, les outils du succès. Comme vous le savez, la Suède, la Norvège, la Finlande sont toujours au sommet des palmarès en ce qui concerne la qualité de vie ou la croissance économique ou la baisse des inégalités sociales. Comment est-ce qu'ils y parviennent? Professeurs et experts vont démonter l'édifice, si vous le voulez, des politiques publiques dans les pays scandinaves. J'en ai encore deux à vous mentionner. États-Unis, un pays sous tension. En juillet, on sera à peu près à 1 an de la présidentielle américaine de 2012. On va essayer de comprendre où vont les États-Unis. Et finalement, il y a cette école gestion de crise où les participants sont invités à gérer une crise internationale en jouant le rôle soit de l'ONU, des États-Unis, du Fonds monétaire international. On vous explique comment fonctionnent les organisations, comment fonctionne une négociation internationale et vous allez essayer de sauver un pauvre pays qui a perdu son gouvernement. Alors voilà, c'est le menu général des écoles d'été. Vous trouverez tous les détails sur cerium.ca. Les inscriptions sont ouvertes. On espère vous y voir en grand nombre. J'aimerais terminer en remerciant l'équipe technique de l'émission Planète Terre, Luc Laflamme, Ognan Guerriev et Félix Lajeunesse. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.